Bonjour à tous, rebonjour à ceux qui étaient dans la première partie de cette matinale d'infos sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les uns des radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec les télés locales de France qui nous rediffusent et avec TV5 Monde. L'invité politique en direct sur ce plateau ce matin dans Territoire d'Info. Merci d'être là, c'est Pierre Moscovici. Bonjour, vous êtes le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l'union douanière et vous êtes ancien ministre de l'économie. Nous le savons. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, eh bien Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Et Denis Caro, tout juste arrivé de Nice, directeur des rédactions de Nice Matin, de Var Matin et de Monaco Matin. Vous êtes directeur général du groupe Nice Matin. Merci d'être avec nous ce matin. Denis Caro. Pierre Moscovici, évidemment, je voudrais votre réaction à l'intervention d'Emmanuel Macron hier, déterminé face aux difficultés. Hubert Coudirier dit dans son édito du Télégramme aujourd'hui, sobre et contesté, le président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pardon, mais je n'étais pas devant ma télévision. Vous avez quand même eu quelques retours de ce qu'a dit le président. J'ai eu des retours naturellement. Ce que je crois surtout, c'est que c'était un exercice de pédagogie, pas parce qu'il était dans une école, mais parce qu'il y avait une volonté d'expliquer ce qui se passait. Et il y avait des interrogations. Je crois qu'il fallait donner du sens, qu'il fallait éclairer l'action, qu'il fallait faire cette pédagogie devant les Français. Parce que quand il y a beaucoup de réformes, il y a besoin de comprendre ce qu'est le fil et ce qu'est la finalité. Et cet exercice de pédagogie, parce que j'ai lu et vu, était réussi, parce que le président est un homme qui est un communicateur. Un exercice réussi pour vous. Alors après, je parle de l'exercice de pédagogie. Il faut toujours connecter avec les Français, il faut toujours leur expliquer les choses. Et encore une fois, il y avait ce besoin de comprendre le sens. Sur le fond, ce que je comprends, c'est que la posture du président est inchangée, et qu'il a surtout voulu expliquer ce qu'il faisait. C'était pas un exercice de négociation, c'était pas un exercice d'amendement, c'était pas un exercice de changement. Mais ça, c'est pas à moi de juger. Mais je pense qu'il y avait d'un côté, si vous voulez, l'exercice lui-même. Il fallait qu'il se tienne. Cette pédagogie était indispensable. Le dialogue avec les Français est toujours nécessaire, surtout dans une période où ils s'interrogent. Un an après l'élection présidentielle, pratiquement. Ensuite, sur le fond, il y a une ligne qui est constante, qui est répétée, qui est sans changement. Ce qui fait que, au final, ça permet de conduire le débat citoyen sur des bases éclairées. Mais ça n'en change pas la donne. Sur le fond, Pierre Moscovici, il a commencé par une question brûlante qui est celle de la Syrie. Il y a des menaces de frappe. Est-ce que il a dit, j'ai la preuve que des armes chimiques ont été utilisées. Est-ce que vous pensez qu'on va droit vers une escalade militaire ? Ça, il y a une communauté internationale. Cette communauté internationale, il y a au milieu de celle-ci une institution fondamentale qui est l'ONU. Et il faut continuer à débattre à l'ONU, notamment de tout ce qui concerne le sort des scientifiques qui sont impliqués dans la production d'armes chimiques. Et je crois qu'il faut aussi donner des signes de très grande fermeté à la Syrie, parce que là, on est sur des lignes rouges absolues en matière de droit international et puis aussi en matière d'horreur, tout simplement. Tout ça, c'est inadmissible, scandaleux, et ça justifie des réactions. Ensuite, ces réactions doivent être proportionnées. Elles doivent être prévues, planifiées, organisées, collectives. Et donc je pense qu'il ne faut surtout pas contribuer à cette escalade. Denis Caro. Sur la méthode Macron, le président s'est engagé dans un rythme de réforme effréné. Il est déterminé, Cyril le soulignait. On le voit avec la SNCF, avec l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Cette méthode, est-ce que c'est la bonne ? Franchement, je suis commissaire européen et ce n'est pas à moi de juger de cela, mais je voudrais juste faire peut-être un commentaire sur la SNCF, parce que ça concerne l'Union européenne. Ce n'est pas à l'injonction ou sur l'ordre de l'Union européenne que cette réforme se fait. Il y a eu un paquet ferroviaire qui a été voté par le Conseil, qui a été voté par le Parlement européen, qui recommande l'ouverture à la concurrence. Et je pense qu'en soi, l'ouverture à la concurrence qui avait déjà été actée lors du précédent quinquennat. Oui, il y a plus de 20 ans, en réalité. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est pas non plus quelque chose qui menace le service public. On peut très bien avoir une dose d'ouverture à la concurrence et conserver le caractère de service public. De ce point de vue-là, le président a été hier clair en disant qu'il n'était pas question qu'il y ait de privatisation de la SNCF. Sur la base de l'ouverture à la concurrence, certains, comme les Britanniques,
ont totalement libéralisé et privatisé leur service public du chemin de fer, avec des résultats très médiocres, notamment en termes de prix. Et donc ça, c'est pas le modèle à suivre. Et d'autres, comme les Allemands, avec la Deutsche Bahn, ont conservé un service public avec des performances élevées. Donc ça, c'est plutôt le modèle à suivre. Moi, je suis dans l'idée qu'il ne faut pas s'accrocher au monopole à la papa, mais qu'il faut éviter absolument la concurrence sauvage qui dérégule, privatise et affaiblit le service public. Il me semble que c'est aussi ce que peuvent affirmer les pouvoirs publics. Après, il faut arriver à faire le lien entre cela et d'autres sujets, les cheminots, la dette, et aussi toujours dialoguer, et faire le changement avec les acteurs. Pierre Moscovici, la dette, l'État s'apprête à racheter une partie, à reprendre à sa charge une partie de la dette. Est-ce que vous êtes commissaire européen? Est-ce que c'est autorisé par la Commission européenne? Écoutez, moi, ce que j'attends, c'est de connaître les modalités précises de ce que peut envisager le gouvernement. Nous en discuterons naturellement. Il se trouve que c'est vrai, je suis commissaire chargé de l'économie et des finances, que je suis en charge de la surveillance budgétaire, c'est-à-dire donc du respect des règles budgétaires de 3%. Je crois et j'espère que la France passera sous 3% nettement à nouveau en 2018, ce qui lui permettra de sortir de la procédure de déficit excessif. Tous les indicateurs vont dans ce sens-là, et donc dans quelques semaines, je pourrai confirmer cette décision de la Commission européenne. Pour ce qui est du sort de la dette, alors pour le coup, il faudra regarder ça de manière très claire, très précise. Nous avons des critères qui eux-mêmes sont clairs et précis, et c'est en fonction de ceci, en fonction de règles communément accepté, encore une fois, décidé par les États membres, que nous évaluerons ce qui peut être fait. Pour l'instant, je n'ai été saisi de rien, et le moment venu, je suis évidemment prêt, je l'ai dit au ministre des Finances Bruno Le Maire, je l'ai dit à Elisabeth Borne, à débattre de l'implication, des conséquences par rapport à nos règles de décisions qui sont des décisions du gouvernement français. Sur vos dossiers, il y a aussi ce projet de taxation des géants de l'Internet, qu'on appelle en général les GAFA, c'est-à-dire 3% sur tous les revenus générés par les activités numériques. Comment vous allez convaincre des pays comme par exemple l'Irlande, comme par exemple les Pays-Bas, d'accepter cette directive? Première chose, il est indispensable maintenant d'avoir une fiscalité intelligente des entreprises du numérique. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide juridique. Ce vide juridique, c'est qu'on taxe les entreprises sur la base de ce qu'on appelle la présence physique aujourd'hui. Donc elles ne payent quasiment pas d'impôts. Donc moi, j'ai par exemple été pendant 20 ans élu à Montbéliard, à Sochaux. Il y a une usine, le centre de production de Sochaux, de PSA. Il y a 10 000 ouvriers, on produit 500 000 bagnoles cette année. Très bien. Là, on sait comment taxer. Pour une grande entreprise du numérique, on ne sait pas, parce qu'on peut très bien créer de la valeur et des profits sans qu'il y ait la moindre présence physique. Donc il faut définir juridiquement la présence numérique. Ça, c'est le grand chantier de demain, et c'est comme ça qu'ensuite chacun de nos États pourra taxer de manière plus efficace les profits, parce que c'est toujours les profits qu'on doit taxer. Dans l'intervalle, il faut répondre à un autre souci, qui est un souci budgétaire et éthique. Le souci budgétaire, c'est que comme ces entreprises ne sont pas ou peu taxées, regardez Apple en Irlande, par exemple, quasiment pas, disons en moyenne 9%, là où les autres entreprises sont taxées à 23%. Ça, c'est le taux moyen d'imposition sur les sociétés. Ça crée une dissymétrie, une inéquité, et nos concitoyens ne supportent plus que ces entreprises ne payent pas ou peu d'impôts, là où elles créent de la valeur des profits. Et là, vous voudriez récupérer 5 milliards d'euros. Donc, c'est là où l'idée est d'une taxe de 3%, non pas sur les profits, ça ce sera pour plus tard, mais sur le chiffre d'affaires de ces entreprises, lesquelles, pour l'essentiel, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les plateformes. Alors comment on y arrive? Comment on y arrive? On taxe à 3% le chiffre d'affaires de ces entreprises sur la base de la valeur créée par les usages. C'est ça. Alors, après, vous me dites tel ou tel pays. Mais honnêtement, la situation actuelle n'est pas tolérable. Il n'est pas tolérable que, sous prétexte qu'on a sur son territoire de grandes entreprises et qu'on les défalque complètement d'impôts, celles-ci puissent échapper à l'impôt dans toute l'Union européenne. Il ne s'agit pas non plus de créer de la délocalisation. Arrêtons les fantasmes. Il y a en Europe le plus grand marché du monde pour le numérique. Il y a 500 millions de consommateurs qui ont presque tous un pouvoir d'achat
élevé quand on regarde, quand on se compare au reste de la planète. Et donc, patiemment, en discutant avec les uns après les autres, je ne désespère pas de convaincre. Je crois que c'est indispensable. Il y a 28 États dans l'Union européenne. Il y en a certes quelques-uns qui sont réticents. Je l'ai encore vu en allant à une réunion des ambassadeurs, ce qu'on appelle le Coreper, mercredi à Bruxelles. Il y en a même une vingtaine qui sont convaincus. Et parmi ces 20, il faut le signaler, il y a les 5 plus grands États de l'Union. Il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a l'Espagne. Et il y a le Royaume-Uni. Et donc maintenant, il faut pousser. Et il faut pousser jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin de cette année. Je veux absolument qu'à la fin de cette année, on ait décidé d'une vraie taxation intelligente, précise, efficace, pas seulement des GAFA, d'à peu près 150 entreprises du numérique qui ont plus de 750 millions de chiffres d'affaires. Certaines seront américaines, probablement la moitié, d'autres seront européennes, le tiers, et le reste sera asiatique. Il faut vraiment que ce secteur contribue comme un bon citoyen à l'essor de la société. Et quand vous dites « je veux », c'est un vœu pieux, ça va se faire. Vous savez, vous connaissez le scepticisme des Français sur les décisions J'essaie au niveau européen. De maîtriser mes mots. Quand je dis « je veux », c'est que je mettrai toute mon énergie. Mais comment je vous consacrerai éviterez... du capital politique à cela. Comment vous éviterez des mesures de rétorsion? Et je donne un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est qu'à la fin de cette année, c'est-à-dire à quelques mois des élections européennes, après 2 présidences, la présidence bulgare, la présidence actuelle et la présidence autrichienne, je souhaite ardemment qu'il y ait une décision prise. Et je sais que c'est aussi le souhait de la France qui a été extrêmement active sur ce terrain-là. Il faut que, vraiment, là, pour le coup, ce ne soit pas un dossier parmi d'autres sur la table du Conseil des ministres. Il faut qu'on mette le paquet. Et je crois que je sais que c'est difficile, parce qu'il y a des résistances, mais je crois vraiment que c'est possible. Et ça, ce serait formidable. Nous avons des élections européennes dans un peu plus d'un an maintenant. Je sais que nos citoyens doutent de l'Europe. Si l'Europe est capable de montrer que pour elle, il n'y a pas de privilégiés, et que ceux qui créent de la valeur et des profits, c'est les entreprises qui ont la plus forte croissance mondiale, 14% par an. Ces entreprises-là, qui par ailleurs connaissent d'autres problèmes, les problèmes de données, etc., elles doivent être taxées, pas plus que les autres, comme les autres. Mais ce sont, et vous l'avez souligné, pour la plupart des entreprises américaines. La moitié d'entre elles. Alors comment on pourra éviter des mesures de rétorsion comme on en a connu pour l'acier et l'aluminium ? Ça n'a rien à voir. En l'occurrence, ce sont des entreprises qui ne sont... C'est pas une taxe GAFA. Ça, je tiens à le dire, parce que la taxe GAFA, ça donnerait le sentiment qu'on cible 4 entreprises ou 5 entreprises, et que par ailleurs, on n'attaque que les entreprises américaines. Non, c'est une taxe sur le numérique qui concerne, je le répète, 150 probablement ou à 180 entreprises. Les très grandes, la moitié sont américaines, un tiers sont européennes, le reste est asiatique. Ce sont des chiffres très importants à connaître, et il n'y a rien qui soit une distorsion par rapport aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, rien. Simplement, nous mettons en place en anglais on appelle le level playing field, c'est-à-dire une règle du jeu équitable. Nos entreprises sont taxées aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce que je crois, c'est que l'avenir, c'est qu'il y ait une taxation internationale du numérique. C'est ce à quoi on travaille dans l'OCDE, c'est à quoi on travaille dans le G20. Je serai la semaine prochaine au G20, à Washington, sous présidence argentine. Et j'espère qu'on avancera. On a commencé à en parler. L'état d'esprit est plutôt bon. Non, il n'y a pas là d'aspect guerre commerciale. Ça n'existe pas. Un mot sur l'opinion publique européenne. On voit que les populismes se renforcent. Est-ce que c'est irréversible? Viktor Orban, en Hongrie, a eu un quasi-plébiscite. Non, ça n'est pas irréversible. D'abord, ils sont très forts, ils sont trop forts, mais la plupart des pays de l'Union européenne continuent de vivre dans ce qu'on appelle non pas des démocraties illibérales, mais des démocraties libérales au sens où elles respectent les libertés. Et moi, je suis très attaché à ça. On a ce combat des élections européennes qui approche, alors disons-le, il faut que ce combat porte bien son nom. C'est une bataille politique, à mon avis, sur 2 lignes. D'abord, les inégalités, elles doivent reculer. Inégalité Est-Ouest, inégalité Nord-Sud, inégalité entre les régions, entre les individus. Et d'autre part, la bataille contre le nationalisme. François Mitterrand disait jadis, le nationalisme, c'est la guerre. Faisons attention. Il y a sur notre continent un petit climat années 30. N'oublions pas cette leçon de l'histoire. C'est Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l'union douanière, qui est notre invité ce matin dans Territoire d'Info en direct. Vous le disiez, élection européenne dans un peu plus d'1 an en France. La gauche s'organise au niveau européen, mais chacun cherche des alliances de son côté et avance des unis. On ne va pas donner tous les exemples. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon part toute seule. Benoît Hamon va peut-être s'allier aux écologistes. Le PS cherche des alliances. Vous avez appartenu à un gouvernement de gauche. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour la gauche en Europe ? La bonne stratégie pour la gauche en Europe, c'est pas de chercher à créer je ne sais quel patchwork de partis.
c'est que les partis européens... C'est un peu le cas, là. Donc je vous réponds. Oui. Ce n'est pas ça qu'il faut faire, c'est que les partis européens s'organisent. Il y a une règle qu'on appelle la règle des Spitzenkandidat. Pardon, en allemand, ça veut dire que chaque parti doit désigner à l'échelle européenne un candidat commun pour être le président de la Commission et que chaque parti doit avoir une plateforme. Les socialistes, là, c'est ma famille politique depuis longtemps, les sociodémocrates ont une chance, c'est qu'ils ont une famille politique européenne qui s'appelle le Parti socialiste européen, qui est aujourd'hui la deuxième famille d'Europe. Eh bien, il faut qu'ils s'organisent. Et le message que je peux passer d'ailleurs aux socialistes français, c'est qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'on ne fait pas le socialisme ou l'Europe tout seul dans son jardin, mais qu'on fait l'Europe avec des Européens. Ça apprend d'ailleurs. À qui il faut le passer au PS, ce message? À Olivier Faure? Non, Olivier Faure connaît ça, mais on parlait de pédagogie. Je fais ma pédagogie, parce qu'il se trouve que j'ai une petite expérience des élections européennes. J'ai été 2 fois député européen, mais j'ai surtout une expérience de l'Europe et des institutions européennes. C'est très important de savoir qu'en Europe, ce qui fonctionne, c'est quand on est capable de bâtir des compromis avec d'autres. Et d'abord des compromis avec ceux qui pensent comme vous. Il faut arrêter ce que Sigmund Freud appelait, le grand psychanalyste, le fondateur de la psychanalyse, le narcissisme des petites différences. Ce qui tue la gauche, c'est le narcissisme des petites différences. Ce qui peut sauver la gauche, c'est d'assumer son identité, d'être pro-européenne, tout en étant de gauche. Je dis bien pro-européen. Un social-démocrate qui n'est pas pro-européen, un socialiste qui n'est pas pro-européen, est à côté de son identité, à côté de l'histoire de ce mouvement. Est-ce que vous assumeriez, vous, de porter, d'incarner la tête de liste aux européennes pour le Parti socialiste dont vous venez de parler? Écoutez, moi je suis commissaire européen, j'ai été parlementaire européen, j'ai été ministre pendant longtemps, j'ai une petite expérience de l'Europe. Mais je ne suis candidat à rien aujourd'hui, si ce n'est à faire mon travail. J'ai encore des choses à faire. On parlait de la taxe GAFA, on parlait de la Grèce. On n'a pas parlé de la Grèce, mais moi je veux que la Grèce sorte de son programme. Il y a tout ce qui est la conduite d'une politique qui justement rétablisse la croissance. Est-ce que vos amis du Parti socialiste sont au clair sur ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que c'est toujours absurde d'être candidat 1 an avant une élection, de penser à son avenir quand on a un travail. Vous ne l'excluez pas, mais c'est trop tôt? Ce que je dis, c'est que c'est en réussissant ce que je fais, en montrant qu'on peut précisément être pro-européen et de gauche, qu'on peut bâtir un avenir. Pas seulement un avenir pour soi, mais un avenir pour ceux à quoi on croit. Et je vous assure, je ne suis en quête de rien. Les mandats, je les ai tous eus. Par contre, je serais présent dans ce débat. Parce que quand, comme moi, on a consacré sa vie, ça fait 25 ans maintenant, à l'Union européenne et à la gauche, eh bien, je ferai entendre ma voix d'une façon ou d'une autre. Et notamment pour rappeler une chose, c'est celle-là, c'est que l'avenir de la social-démocratie n'est pas dans un populisme light, n'est pas dans un euroscepticisme ou un euronégativisme qui n'a pas de sens. Il faut être eurocritique, il faut être eurolucide, mais il faut être constructif. Encore une fois, un social-démocrate ou un socialiste qui n'a pas l'Europe chevillée au corps, qui ne comprend pas que l'Europe est notre avenir, celui-là se trompe de combat. Et on peut tout à fait être pro-européen et être de gauche. On peut se battre. Ce que je fais sur les GAFA, pardon, mais c'est une mesure de gauche parce qu'elle permet de lutter contre une inégalité fondamentale. Pierre Moscovici, Emmanuel Macron s'exprimera mardi devant le Parlement européen. Il veut relancer l'Europe, mais apparaît aujourd'hui un peu seul. Est-ce qu'il peut y arriver? Et qu'en attendez-vous d'Emmanuel Macron? Ce que je disais, c'est qu'on fait l'Europe avec des Européens, donc il faut les entraîner. Emmanuel Macron est assurément un pro-européen. Et il est important que la France soit à l'avant-poste, aux avant-postes en Europe. Et je n'ai pas de doute que son message au Parlement européen trouvera un écho. Après, il faut trouver des alliés, il faut entraîner, il faut bâtir des compromis. Et ça, ce sera la grande tâche qui nous attend. Tenez, dès cet été, sur un sujet qui, je le sais, est cher au président de la République et qui, pour moi, est très important, c'est l'union économique et monétaire. Je suis favorable à un budget de la zone euro pour investir et réduire les inégalités. Je suis favorable à un ministre des Finances de la zone euro qui puisse incarner, pour le coup, ne parlons pas toujours des élections, parlons plutôt de ce qui gouverne, et puis à un Parlement de la zone euro qui sera le Parlement européen qui contrôle et ce budget et ce ministre. Bref, je suis pour la démocratie en Europe. Voilà un beau combat pour tous les pro-européens. Pierre Moscovici, vous avez été son directeur de campagne d'une élection gagnée, vous avez été son ministre. François Hollande vous a sans doute envoyé son livre. Qu'est-ce qu'il a mis comme dédicace?
Écoutez, je ne l'ai pas encore reçu, non. Écoutez, alors là, on va lui passer le message immédiatement. J'en avais écrit un il y a quelques semaines. Et vous aviez oublié de lui envoyer, c'est pour ça? Non, moi je lui ai envoyé, je lui ai même envoyé en premier. Je l'ai envoyé aux deux présidents. J'ai envoyé Emmanuel Macron et à François Hollande. Je ne suis pas sûr que tout lui ait plu. Je suis pas sûr que tout lui ait plu. Parce que ce que je crois, c'est qu'il faut faire l'inventaire de ce quinquennat. Un livre d'ancien président, c'est toujours très intéressant. Mais il vient à point nommé, là, maintenant? C'est pas trop tôt? Au bout d'un an, on peut commencer, je pense, à reparler. Il faut toujours reparler dans le sens de l'intérêt général, il faut prendre du champ et de la hauteur, mais ce qui est important quand même, c'est qu'on fasse aussi le bilan de ce quinquennat. Que François Hollande ait de la fierté de ce qu'il a fait, c'est normal. Il faut aussi avoir de la lucidité sur ce qui n'a pas marché, parce que la gauche, on en parlait, la gauche socialiste, et la gauche est dans un état de division vraiment de fragmentation très important, et le Parti socialiste est à son niveau historique le plus bas, 6% à l'élection présidentielle. C'est donc que quelque chose n'a pas marché. Et ça, je pense que François Hollande, comme nous tous, a intérêt à la lucidité et au regard sur ce qu'il a fait. Il y a des choses qu'il a réussi, qu'il en soit fier. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, il faut le dire. Merci. Et c'est ce que j'ai dit pour ma part, dans mon propre livre. Et donc je poursuivrai cet échange avec lui. J'attends avec impatience de le recevoir. Je le lui dis par votre intermédiaire. Voilà, merci. Je serais très vexé et on de ne pas le recevoir. C'est fait. Le message va être passé. Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l'union douanière. Merci d'avoir été notre invité ce matin, de nous avoir réservé vos propos en réaction notamment à l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir. Tout de suite, on passe au débrief de l'actualité et de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, Pierre Moscovici, le commissaire européen, l'ancien ministre de l'économie, quitte ce plateau et font leurs entrées. Hubert Coudurier, qui était déjà présent dans la première partie de cette matinale d'info, il dirige l'information du Télégramme et il est président de TBO, Télé-Bretagne Ouest, et André Crettenand, notre partenaire. André Crettenand, vous êtes partenaire car vous dirigez l'information de TV5 Monde qui nous diffuse sur ses 9 antennes à travers le monde. Merci d'être là ce matin. Vous avez entendu ce qu'a dit Pierre Moscovici ce matin en réaction à l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron. André Crettenand, vous l'avez trouvé comment? Lucide. Lucide, puisque c'était le mot du jour, la lucidité lorsqu'il parlait de François Hollande, lucidité en ce qui concerne l'intervention du président Emmanuel Macron. Non, il est dans son rôle de commissaire européen. Il est dans son rôle, et d'ailleurs tout de suite il a mis le débat sur la question ferroviaire, sur le statut, sur la réforme de la SNCF, rappelant quand même au passage que effectivement on a tendance à dire que c'est l'Europe qui impose ce rythme de réforme, alors que ce sont des décisions d'État. Et donc c'était assez habile de sa part de rappeler ce point important. Ce sont les États qui ont décidé cette réforme, et elle a été décidée il y a déjà quelques années. Mais sur l'exercice du président, oui, c'était un exercice évidemment de pédagogie. Le fait qu'il soit dans une salle de classe était aussi intéressant de ce point de vue-là. Et donc oui, je pense en étant évidemment dans ce poste de commissaire européen qui lui donne un peu de recul, il a évidemment sur la France une vision de ce point de vue-là qui est plutôt intéressante. D'ailleurs, il faut dire au passage que les commissaires français sont plutôt bien notés à Bruxelles. Ils font du très bon travail. C'est pas toujours le cas d'ailleurs des députés européens français, puisqu'on a tendance à les envoyer là-bas en exil. C'est pas du tout la même chose avec les commissaires européens. Hubert Coudurier, sur le Parti socialiste, par contre, on dirait qu'il a donné quelques conseil à ses amis, j'allais dire anciens amis, il y a encore. Bon, il est quand même très prudent, hein. Il est commissaire européen, il ne veut pas s'immiscer. Sur le Parti socialiste, il n'a pas commenté le livre de François Hollande, mais enfin, il a conseillé quand même d'ausculter aussi ses erreurs au-delà de l'inventaire, le devoir d'inventaire. Voilà, bon. Mais en fait, l'intérêt, pour pas reprendre ce qu'a dit André, l'intérêt principal, à mon avis, de son intervention, c'était quand il a parlé de la taxation des GAFA. Et ce que j'ignorais, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas faire quelque chose qui cible les 4 grands. Et pas l'air de cibler Google, Amazon, Facebook. Hein, mais l'élargir au tout numérique. Voilà. Non, pas au tout numérique, à 150 grandes entreprises numériques. C'est les principales. Hein, les principales qui font plus de 750 millions de chiffre d'affaires, a-t-il dit. Et qui doivent contribuer, il a dit, utiliser le terme en bon citoyen. Mais enfin, bon, visiblement, c'est pas gagné, puisqu'il y a encore un certain nombre d'États assez rétifs qu'il veut convaincre. Il ne veut pas que ça apparaisse comme une taxe GAFA. Avec des mesures de rétorsion toujours
possible, Oui, vous y croyez? Non, on n'en est pas encore là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il met cette question de la fiscalité des entreprises numériques en relation avec le rôle de l'Europe, c'est-à-dire l'efficacité de l'Europe. Il dit, si on arrivait à un résultat, et d'ailleurs il a donné une date, je crois que c'est à fin de cette année, fin 2018, avant les élections européennes, si l'Europe effectivement arrive à une solution concrète, alors à ce moment-là, il sera possible de dire aux Européens, voilà l'efficacité de l'Europe, oui. on peut arriver ensemble à quelque chose. On est loin quand même d'une audition devant la Commission européenne de Mark Zuckerberg, comme ça l'a été devant le Congrès ou le Sénat américain, non? On a l'impression qu'on est très éloigné. On n'est pas sur le même sujet, là. On est dans une autre... Non, mais je veux dire, le fonctionnement même. Alors, vous ne lui avez pas posé la question à propos de Mark Zuckerberg, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment, aux États-Unis, on peut réussir, on peut devenir milliardaire, on peut être un entrepreneur admiré, et malgré tout, si on est pris la main dans le pot de confiture, eh bien, on se retrouve devant le Congrès. Le paradoxe, quand même, dans cette affaire, c'est que ce sont les Américains qui écoutent tout le monde à travers leur système espion, etc., et qui ensuite viennent donner des leçons aux GAFA et aux autres agrégateurs qui, effectivement, prêtent la main à cette tâche obscure et peu recommandable. Dernier commentaire de votre part, André Crête-Nant. Il a une aura en Europe, Pierre Moscovici. Absolument. Il dit qu'il est candidat à rien, et oui, sans doute, peut-être. Enfin, s'il y avait un poste de super ministre de l'économie au niveau européen, je pense qu'il en aurait tout à fait le profil. Oui, mais enfin, on n'en est pas là. Il a rappelé que la France n'était plus en procédure de déficit excessif, parce que le problème d'Emmanuel Macron, c'est que pour être entendu au niveau européen, il faut quand même donner des gages de solidité économique, et que la France était assez mal positionnée dans ce domaine. Ça commence à aller mieux. Merci beaucoup. Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme, président de TBO, et André Crête-Nant qui dirige TV5 Monde, qui nous diffuse ce week-end sur ses 9 antennes à travers le monde. On va tout de suite regarder votre Zap Monde, un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité du monde. Vous savez qu'il se passe beaucoup de choses cette nuit grâce à notre partenaire TV5 Monde. On le regarde ensemble. Le drapeau syrien flotte et l'ordre russe règne. C'est ce jeudi, Douma et la Ghouta orientale, région proche de Damas, reprise totalement aux rebelles, selon les communiqués de l'armée russe et les images de sa télévision. Je n'ai jamais dit quand une attaque contre la Syrie pourrait avoir lieu. Ça pourrait avoir lieu bientôt ou pas si tôt que ça. Donald Trump qui souffle le chaud et puis le froid. Une stratégie difficile à comprendre. Autour de Donald Trump, il y a 3 généraux à l'heure actuelle. Il n'y a jamais eu autant de généraux autour d'un président en temps de paix. Ces généraux connaissent le coût d'une guerre sur le plan humain et sur le plan financier. Ces généraux ont fait comprendre au président américain, le tweet c'est une chose, parler à la nation, parler à son électorat, montrer que c'est un président fort. Par contre, agir sur le terrain est quelque chose de beaucoup plus froid, beaucoup plus direct, qui va pouvoir peut-être mettre à mal en fait les intérêts américains, mais aussi les intérêts occidentaux dans toute la région. Tous les jours, les hommes, les femmes et les enfants de la commune de Bétaré-Oya viennent creuser un peu plus profond. Ils sont à la recherche d'or à main nue. À quelques mètres de là, des bulldozers, ceux des exploitations minières étrangères. Elles sont chinoises pour la plupart. La plupart de ces trous sont ceux abandonnés par les exploitants miniers. Ici, on les appelle les lacs de la mort. L'année dernière, au moins 47 personnes ont perdu la vie, la plupart en se noyant. Ces exploitations sont une catastrophe écologique aussi. Plus moyen de cultiver la terre, le sol est dégradé, la forêt réduite à néant, les cours d'eau souillés. José Victor Salassa Balzar, 28 ans, en flammes, fait partie de cette jeunesse de Caracas en révolte contre un pouvoir responsable de la descente aux enfers d'un Venezuela jadis florissant. Le jeune en flammes, bien que gravement brûlé, survivra à ses blessures. Pour moi, cette image est représentative des violences qui ont eu lieu l'année dernière au Venezuela. Les confrontations, le mécontentement social, l'inconfort d'une population qui n'est plus en phase avec le gouvernement. Fin de cette émission. Demain matin, je vous retrouve à 7h30 pour les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Bon week-end à tous, à lundi.